l'oralité, vous avez raison de le rappeler, est capitale en matière judiciaire, comme dans tous les domaines où l'intelligence prospère. Mais je suis obligé de constater, à partir d'une expérience judiciaire qui s'est terminée, certes en 2011, que non seulement l'oralité se banalise et devient médiocre, parlons net, mais que parfois il y a même des tentations de la réduire, comme si l'oralité, dans l'expression de personnalité et l'obligation de faire surgir la vérité, devenait presque un handicap pour certains. Je crois que l'oralité, dans la mesure où elle concentre et rassemble les exigences d'improvisation, de liberté, de spontanéité et d'une certaine qualité d'intelligence, fait peur aujourd'hui à notre modernité, y compris la judiciaire. D'abord, et là je ne parle pas que du judiciaire, puisque vous avez la gentillesse de me questionner sur l'oralité en général, j'ai le sentiment que d'abord, on a considéré que l'oralité et la parole avaient moins d'importance qu'à une certaine époque. Pourquoi? D'abord parce que probablement on est devenu moins apte à les maîtriser et que, faute de culture générale ou de culture du quotidien, on ne trouve plus naturellement la substance qui peut être communiquée à partir d'une langue correcte et parfois même infiniment valable. Et puis, d'autre part, il y a une sorte de résistance à l'aptitude à l'oralité dans la mesure où celle-ci fait appel à un capital humain qui n'est plus du tout individu. La liberté, la spontanéité, la volonté de dire le vrai, l'affirmation de soi-même sans arrogance ni morgue, qui passe par une parole de qualité, eh bien, il me semble que on ne sent plus chez les êtres, les citoyens, dans quelque secteur qu'ils se trouvent, la volonté de les constituer comme une identité irremplaçable. Et à la fois la pauvreté de la culture, le délitement de l'affirmation de soi, eh bien, tout cela fait qu'en définitive, on fait semblant de croire que l'oralité et la parole sont moins importantes qu'à une certaine époque, alors qu'elles le sont plus que jamais, mais que beaucoup ne sont plus à la hauteur de cette richesse infinie que représente une parole qui sait se transmettre dans la qualité et la plénitude. Alors, vous faites appel à mon sens de la modernité. Je suis obligé de dire que je suis très médiocre dans cette appréhension. Et pour me régler le problème, j'ai toujours considéré que celle-ci, dans le sens que vous lui donnez, avec les moyens infiniment sophistiqués de communication, n'est pas incompatible avec, je dirais, la maîtrise classique d'une oralité, d'une parole. Je crois que tous ceux qui prétendent substituer à la qualité de la parole et à l'affirmation d'eux-mêmes avec l'oralité une modernité qui les dispenserait d'être doués dans ce domaine capital se trompent. Alors en revanche, si ces êtres-là, maîtrisant à la perfection les big data et toutes ces simplifications tout à fait efficaces de la communication, ajoutaient, gardaient par-devers eux cette aptitude classique à la parole et à l'oralité, l'ajoutaient en quelque sorte au capital de la modernité, eh bien ils deviendraient véritablement des cracks et l'incarnation d'une exemplarité qu'on trouve très peu aujourd'hui. Alors, bien sûr, la vidéoconférence, elle peut être dramatique, elle peut être une terrible défaillance dans un monde judiciaire, par exemple, où, parce qu'elle apparaît comme le succédané d'une confrontation physique et intellectuelle qu'on n'a plus le courage de mener ou que techniquement on croit qu'on ne peut plus assurer. Mais
évidemment, si une visioconférence dans un système caricatural conduisait un avocat général à devoir requérir, en ayant sa salle, son auditoire, au diable Vauvert, il demeurerait peut-être capable d'avoir une oralité exemplaire et convaincante, mais il lui manquerait tout de même la chaleur du lien avec des gens dont les visages sont fondamentaux dans l'argumentation qu'il développe dans une oralité libre et spontanée. Moi, je crois que la visioconférence, même si je comprends bien parfois les nécessités qu'il impose, si on continue à la cultiver comme on semble faire, peut être une dévastation absolue pour ce que j'appellerais la justice des visages et des corps et des intelligences au bénéfice d'une bureaucratie qui, déjà considérable, risquerait de s'amplifier et de faire perdre profondément le noyau de la justice qui est tout de même la confrontation, la compréhension d'être corps à corps, esprit à esprit, et c'est la justice, quoi. La visioconférence, elle est parfois obligatoire, mais je dirais qu'il ne faut pas en abuser, sauf si on veut faire de la justice un cadavre, cette fois-ci, même plus en suspens, mais réel. Donc étendre les possibilités de visioconférence aux avocats, l'une des propositions du rapport rendu récemment par l'Institut Montaigne, vous semble être une folie? Ce serait une catastrophe. Et j'ose croire que le barreau qui se mobilise parfois pour tout et n'importe quoi, là sera vent debout contre une telle opportunité. Parce que d'ailleurs je ne vois pas comment ça pourrait être mis en œuvre. Ça voudrait dire quoi? L'avocat poserait des questions loin aux témoins ou il plaiderait dans le cadre d'une visioconférence? C'est complètement absurde. Il y a des paroles qui sont consubstantielles aux fonctions qui les prennent et qui les articulent, qui ne peuvent pas permettre la visioconférence. J'entends bien que parfois, et c'est le drame d'aujourd'hui, on ne réfléchit pas aux évolutions par rapport aux principes fondamentaux qui devraient les inspirer, mais par rapport à des contraintes objectives par lesquelles on se laisse totalement dépasser avec une sorte de volupté qui est d'autant plus redoutable qu'elle justifie toutes nos impuissances. Sûrement, mais en même temps, j'ai tout veillé dans ma vie judiciaire antérieure à ne jamais considérer que la plaignante, les parties civiles, étaient victimes avant même que l'audience l'ait démontré. De sorte que j'ai dans la tête des moments où, avec politesse j'espère, mais presque rudesse, je questionnais par exemple les plaignantes en matière de viol pour savoir si véritablement on n'était pas confronté à un risque de mensonge. Mais il était, et c'est fondamental, je crois tout de même que faire s'absenter du débat judiciaire, même si je comprends la réduction de leur angoisse et de leur douleur, serait un grave préjudice pour la justice telle que je le conçois. J'ai dans la tête des plaignantes qui, entendues par un tribunal, par une cour d'assises, évidemment, par leurs larmes, leur sincérité, établissait le plus redoutable des réquisitoires une fois qu'on avait compris qu'elle disait la vérité. Imaginons tout ce que la visioconférence ferait perdre à l'administration de la justice, même si elle est susceptible de faire gagner un peu, si j'ose dire, un peu moins d'angoisse aux victimes. Je crois que là aussi, il n'y a pas de raison de les faire échapper, aussi douloureuse que soit leur situation, à cette confrontation bienfaisante des visages et des questions qui se traduisent par 1000 réactions, celle de la parole, celle du corps, celle du visage, celle de l'émotion. Je pourrais dire d'abord que l'oralité est évidemment fondamentale. D'abord, comme vous le dites très bien en cour d'assises,
puisque l'oralité des débats est l'un des socles, et fait partie du socle fondamental de la cour d'assises. Mais j'irai jusqu'à soutenir, compte tenu de la valeur de principe que j'attache à l'oralité, que ce soit dans l'audience correctionnelle ou dans les débats criminels, que l'oralité doit être autant qu'on peut défendue partout. Parce que, bien sûr, il y a quelques avocats qui, au-delà du champ pénal, disent que parfois il est beaucoup plus simple de raisonner en quelque sorte par écrit, et je veux bien l'admettre dans des domaines qui ne sont pas purement pénaux, mais l'oralité, elle me paraît tout à fait nécessaire pour des raisons à la fois juridiques, psychologiques et humaines, partout où elle existe à l'heure actuelle et partout où elle doit être sauvegardée. À la cour d'assises, bien sûr, mais ailleurs également. Merci mon cher Guillaume de me poser cette question, parce que je n'aurais pas voulu enfermer notre échange, notre réflexion uniquement dans le champ judiciaire. Ce qui me frappe aujourd'hui et depuis des années, c'est que ou bien on n'a pas compris l'importance de l'oralité et de la parole, ou bien on répugne à la construire à partir d'une spontanéité, d'une liberté incontestable. Pour ma part, j'ai toujours considéré que il était anormal que pour tous les milieux, et même composé de gens majoritairement brillants, on ne peut pas dire que l'univers politique, même si on le discute, soit totalement médiocre. J'ai toujours trouvé discutable cette propension de plus en plus éclatante à interposer entre soi et la parole un papier, un exercice de mémoire, la lecture d'un tableau. Et au fond, j'ai été frappé de voir que c'est moi qui proposais une nouvelle manière de parler, c'est-à-dire de parler en même temps qu'on élabore sa pensée durant 5, 10 minutes, une demi-heure, une heure, qui était presque obligé de justifier la formation que je proposais, alors qu'elle me semblait évidemment plus naturelle et légitime que toutes les autres qui se contentaient de lire. Donc nous sommes dans une dérive où les vertus d'improvisation, d'intelligence, de spontanéité, de qualité du vocabulaire, de rectitude de la pensée, dans un exercice dont on déterminera le temps, eh bien, sont rejetées parce qu'elles imposent un effort, un courage inouï de celui qui s'affronte à la totale improvisation que je viens d'évoquer. Et cela, ça me paraît grave, parce que, bien sûr, ça vient aussi tout simplement du fait qu'on n'est plus habitué au courage intellectuel, au courage qui vous projette dans l'espace. On n'est plus habitué à trouver naturellement, mentalement, une structure qui est fondée sur la culture générale, la culture du quotidien. On ne sait plus quoi mettre dans le propos qu'on va tenir, et le propos qu'on va tenir vous fait peur parce qu'on n'a plus le langage et le vocabulaire pour l'assumer. Donc on va doucement vers une forme de délitement. Et si vous me le permettez, c'est pour ça que je suis vent debout contre tous les exercices actuels de l'oralité, et il y en a beaucoup. Je sais que dans beaucoup d'universités, il y a des concours, mais ça me paraît très artificiel, y compris pour les secrétaires de la conférence. J'ai l'intention, mon cher Guillaume, si je peux le faire, et c'est pas à vous que j'apprendrai la difficulté des colloques, de faire quelque chose qui est très original en 2018, c'est-à-dire demander à tous ceux qui sont passionnés par l'exercice de la parole libre et spontanée, des anonymes comme des célèbres, de 20 ans ou 15 ans à 90 ans, de venir un jour, ensemble, sur la même ligne de départ. Le même sujet leur sera communiqué. Ils auront une demi-heure pour préparer mentalement, entendons-nous, sans rien d'autre que leur propre être, ce qu'ils développeront,
Il faut un discours de 10 minutes devant un jury prestigieux. Je rêverais de Dupond-Moretti, d'Alain Finkielkraut et d'un politique qui sait parler comme Jean-François Copé ou un autre. Et donc, ça, ce serait l'appréhension de la parole nue et de l'intelligence évidente. Et ce serait le défi à toutes les formations d'aujourd'hui qui ne me paraissent pas légitimes pour évaluer les qualités que je viens d'évoquer dans leur nudité. Si je n'avais pas craint d'apparaître encore plus narcissique, reproche qui m'est souvent fait, j'aurais presque baptisé mon Institut de la parole comme outil de formation humaine. Parce que, contrairement à toutes les formations qui consistent à dire il ne faut pas mettre ce qu'on est dans ce qu'on dit, et autrement dit, la parole telle qu'ils la conçoivent, c'est quelque chose de purement technique avec des recettes, et qu'au fond, ça n'est valable que sur le plan professionnel. Moi, la formation que je propose et qui perfectionne parfois le talent de certains déjà acquis, c'est de dire, eh bien, la qualité de la parole est rigoureusement dépendante de l'affirmation de la personnalité. Et on ne peut pas espérer avoir une qualité de la parole si d'abord on n'a pas l'envie de montrer qui on est. Alors ensuite, il y a les règles, la rectitude de la pensée, la qualité du langage, la richesse du vocabulaire, mais d'abord c'est ce lien fondamental entre soi et sa parole qui est tout à fait nécessaire. Autrement dit, la parole, telle que je l'enseigne, elle est un élan de vie, une coulée d'existence, et qu'on ne vienne pas me dire, comme je l'ai déjà entendu, mais pourquoi vous voulez nous priver du bonheur de lire un papier? C'est comme s'il me demandait, mais pourquoi vous voulez nous faire vivre? Et ça montre bien à quel point notre modernité, qui prétend être libre et audacieuse, ne l'est que dans les domaines où ça ne lui demande aucun effort. Et la parole, sans doute, parce que je suis nul dans tous les arts sociaux, est pour moi le signe le plus indiscutable de la validité de l'existence. Et il est clair que si je parvenais à faire comprendre aux politiques, aux intellectuels, aux chefs d'entreprise, même aux avocats, aux magistrats bien sûr, aux journalistes, à quel point ça n'est pas honteux d'admettre que sa parole est imparfaite, eh bien j'en serais ravi. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait moins de vanité au sein de chacun et moins de cette réaction élémentaire qui fait qui cesse Bilger et il se prend pour qui? Il veut nous enseigner la parole, alors on sait parfaitement ce que c'est puisqu'on parle. Et il faut que je puisse les mettre au pied du mur de l'exercice, si j'ose dire, pour qu'ils comprennent tout à coup à quel point, même eux, ils ne savent pas le faire ou médiocrement. Donc il s'agit de leur enseigner l'humilité? L'humilité et en même temps la liberté, quoi. C'est-à-dire que leur faire comprendre que ce qu'ils apprendront au perfectionnement avec moi, c'est quelque chose qui sera valable, y compris sur le plan professionnel, dans toutes les séquences de leur vie, quel que soit le paysage qu'ils auront à affronter. Et il faut bien voir, alors, ils ne le comprennent pas parce qu'évidemment, ils n'ont pas cette conception de la parole, à quel point ils se libéreraient, à quel point le rapport avec eux-mêmes serait pacifié, tranquillisé, normalisé, si, ayant ce rapport tranquille avec eux-mêmes, avec la parole, eh bien, ils transmettraient aisément cette parole à autrui. C'est au fond cette conception de la parole comme outil de liberté, comme coulée d'existence. J'ose dire que c'est au lieu de tomber dans les gourous du bonheur, là ce serait véritablement et authentiquement un moyen de créer du bonheur au sein de celui qui voudrait bien l'admettre. Enseigner, vous avez raison Guillaume, c'est peut-être un peu trop dire. J'ai toujours été passionné
par la parole, et j'ai mis du temps à comprendre que c'était un héritage paternel, une parole brute, dure, parfois sans après. Ça n'est pas l'imparfait du subjonctif qui me préoccupe, mais une parole fondée d'abord sur une sorte de sincérité vraie, quoi, brutale, presque vulgaire par certains côtés, et qui cherchait à simplifier sans la trahir la complexité du réel. J'ai toujours, et puis comme je le disais tout à l'heure, étant nul mais véritablement dans tous les arts sociaux, je suis épris du singulier, j'ai peur du pluriel, j'ai peur de la société, je suis timide quand je ne peux pas avoir un rapport direct et authentique. Tout naturellement, la parole m'est apparue, pour moi en tout cas, comme le moyen le moins médiocre de démontrer ce que je crois être mon utilité sur Terre, et je n'en ai pas beaucoup, j'ai celle-là, et donc c'est venu très vite, et le judiciaire, où la parole est reine, a ajouté à cela. Mais ça n'est pas l'importance de la parole dans le judiciaire qui a créé cette passion. Je l'avais avant. Et simplement, dans le judiciaire, elle peut se développer, se déployer d'une manière telle qu'on est obligé de réfléchir sur elle, sur sa force, son impact, ses limites, sa nécessité et sa qualité. Ça m'a appris que j'ai eu beaucoup de mal à théoriser ce qui surgissait tout naturellement de mon corps. Thierry Lévy, qui a été un splendide avocat, qui malheureusement est mort aujourd'hui, disait dans un dialogue avec Bredin, on a la parole de son corps. C'est très vrai. J'ai appris que j'avais du mal à théoriser ce qui surgissait de moi naturellement, pas forcément de manière exemplaire, mais au fond de manière parfois efficace, avec une volonté de rendre simple le complexe et accessible l'obscur. Ça, c'est fondamental. Et au fond, cette parole dont on peut définir qu'elle est de qualité lorsqu'on a envie de l'entendre, lorsque tout à coup l'être en face de vous se dit il y a quelque chose qui existe, il y a une identité. Et donc ça m'a appris sur moi, et même le fait, très modestement, qu'évidemment je n'étais pas porteur de tous les types de paroles. Il y a d'autres paroles que la parole pouvoir. Et je distingue un petit peu cet apprentissage de la parole, de l'éloquence à laquelle vous faisiez allusion. Longtemps, j'ai cru que l'éloquence était fondamentale. C'est une esthétique superbe. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que chez beaucoup, elle était le substitut de la profondeur et qu'il n'y avait rien. Alors pourquoi l'éloquence m'est apparue aujourd'hui plus dangereuse qu'utile? C'est que d'abord, elle sert trop souvent à dissimuler sa pensée, alors que l'apprentissage de la parole que je cherche à transmettre, il est fondé au contraire sur l'absolue nécessité de sentiments humains, de vérité, de transparence, de liberté, de spontanéité. Deuxième élément, c'est que bien sûr, l'éloquence serait remarquable si elle était une cerise sur un gâteau. Et moi-même, je rêverais de l'avoir, mais la plupart du temps, elle est une cerise sur un gâteau totalement vide. À partir du moment où l'éloquence vient couronner un édifice dans lequel il n'y a rien, elle est plus ridicule que somptueuse. Et je connais beaucoup d'avocats, malheureusement, qui croient que l'éloquence, c'est s'abandonner à une perfection formelle, d'ailleurs qu'on n'atteint pas de toute manière, et qui ne comprennent pas que l'éloquence, si j'ose dire, la parole en tout cas, c'est d'abord le rôle capital de la substance. Et que si on ne l'a pas, eh bien on a beau orner ça avec une richesse inouïe du vocabulaire, on ne sera pas écouté et on ne convaincra pas. Donc l'éloquence, c'est la cerise sur le gâteau de la profondeur. Absolument. Et peut-être ça n'est pas la banaliser que dire que c'est une cerise sur un gâteau, c'est un habillage, c'est une apparence.
on introduit la profondeur dans cet habit magnifique et brillant. Mais encore une fois, il faut que l'auditeur se rende compte que l'éloquence, l'habillage, l'apparence ne se substituent pas à ce qu'on ne sait plus dire ni penser. C'est fondamental. Et peut-être qu'aujourd'hui, en matière politique, c'est clair. Et parfois, je ne les blâme pas dans la mesure où, forcément, le monde politique est un peu contraint. Il ne peut pas dire totalement ce qu'il pense, ce qu'il veut, compte tenu de l'enfermement des partis. Mais il est clair que c'est fondamentalement tout de même une capacité de dire ce qu'on pense, de démontrer la validité de ce qu'on pense, de penser contre soi parfois dans le cadre de la parole pour montrer qu'on est capable d'appréhender ce qui vous est hostile pour démontrer pourquoi c'est faux, c'est d'abord la substance, le contenu. Et si on a le talent pour l'habiller, les habiller, c'est formidable. Je ne peux pas inventer, quand je fais venir des gens, jeunes ou moins jeunes, une culture générale qui parfois n'existe pas. Je ne peux pas inventer non plus chez eux une culture de quotidien qui est parfois d'une pauvreté absolue. Je veux dire théâtre, journaux, cinéma, réflexion quotidienne. Mais il est évident que lorsque certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est qu'ils ont eux-mêmes une capacité déjà de s'appuyer sur un capital. Mais ce que j'ai remarqué, qui est assez dévastateur, c'est le fait que lorsqu'ils ont le droit de choisir un sujet, quel qu'il soit, la gravité, le dérisoire, le sérieux, l'important, pour moi, n'a aucune importance. Il n'y a aucun sujet qui soit à récuser. Eh bien, pour structurer la pensée, ils sont obligés de faire surgir dans leur tête toutes les problématiques qui sont reliées au thème qu'eux-mêmes ils ont choisi. Et c'est là la faillite actuelle, ou depuis longtemps, de l'esprit moderne, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire surgir suffisamment de concepts pour que la structuration après ait du sens. Quand vous faites surgir dans votre tête, sur un sujet que vous avez choisi, trop peu de concepts et trop peu de problématiques, alors qu'on peut en trouver 1000 si on veut bien réfléchir, eh bien vous ne pouvez pas espérer avoir une structuration de la pensée après qui repose sur un socle suffisant. Et résultat des discours qu'on m'annonce de 5 minutes, à tout casser, il dure 2 minutes, tout simplement parce que le socle sur lequel il repose est beaucoup trop pauvre, beaucoup trop éthique, si j'ose dire. Absolument. Je n'ai jamais été bien compris, sinon par vous peut-être, sur ce plan-là. C'est le contraire du sophisme, ce que je cherche. Tout ne se vaut pas. Alors, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à soutenir que la vérité qu'on profère est forcément la bonne. Mais il me semble que la parole telle que je la conçois, elle est indissociable de la croyance en la validité de ce qu'on doit dire. Je me souviens d'une émission avec Jean-Pierre, avec Gisbert, où j'étais à côté de Bernard Tapie, en face de 3 philosophes. J'expliquais ce qu'était l'Institut de la parole et Mazarine Mitterrand n'avait rigoureusement rien compris puisqu'elle avait dit « au fond, c'est le sophisme tel qu'on l'enseignait ». C'est absolument le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter toute figure de style. On a le droit d'être habile, mais ça n'est absolument pas fondé sur l'argumentation et le byzantinisme de l'esprit et du langage. C'est le contraire. C'est dans l'authenticité de la force qui s'avance vers l'autre qu'est, à mon avis, la justesse d'une parole exemplaire. Voilà, c'est donc d'une certaine manière le contraire du sophisme. Si le sophisme est une finalité, si il peut s'articuler sur des méthodes, peut-être, sans le savoir, on peut les utiliser. À tout le monde.
à tout le monde, je dirais de 15 ans à 90 ans. Elle est venue au-delà de la cour d'assises et au-delà de ma passion pour la parole, du fait que j'avais près de moi, dans mon environnement, parfois des jeunes gens de 15 ans que je savais intelligents, mais que les imbéciles prenaient pour des obtus, des pauvres, parce que simplement ils ne savaient pas parler. Ils avaient une timidité absolue face à la parole, et ça c'était dramatique bien sûr, puisque demeurant dans cet état, jamais ils n'auraient pu démontrer à quel point ils étaient valables. C'est peut-être regrettable, mais on n'a pas mille moyens de démontrer ce qu'on vaut, et si on ne maîtrise pas la parole, et si on n'a pas une parole de qualité, et si on n'a pas envie de développer les qualités humaines et intellectuelles qui permettent une parole de qualité, eh bien on risque de demeurer toujours dans un anonymat tout à fait choquant lorsqu'on est soi-même quelqu'un qui est valable, mais encore faut-il pouvoir le démontrer. Et c'est vrai dans toutes les professions, y compris à l'IPJ. Merci beaucoup Philippe. Merci Guillaume.